Expérience Moussa, un jeune entrepreneur, n'est-ce pas, et qui sillonne le monde. Le seul entrepreneur noir en Inde dans une entreprise de 1 million de personnes. Oui, il y avait pratiquement 1 million dans la Mhm. société. J'ai eu une super expérience avec l'homme le plus riche de l'Inde, qui s'appelait Mukesh Ambani. Mukesh Ambani aujourd'hui a une société qui détient des filiales un peu partout. Ils sont dans le pétrole, ils sont dans l'agriculture, ils sont dans les divers secteurs. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans son département de planning stratégique. Et j'ai fait 4 ans à côté de lui. C'était une expérience immensément riche. Euh, C'est vrai que quand j'arrivais là-bas, il y a 15 ans, 16 ans, il n'y avait pas beaucoup d'Africains dans sa structure. J'étais pratiquement le seul. Mais bon, c'était une expérience unique et vraiment Alors enrichissante. aujourd'hui, on vit dans un monde où la jeunesse fait tout pour aller en Occident et au péril de sa vie. Parce que nous avons perdu énormément de personnes dans la Méditerranée. Et ce qui est étonnant, c'est que j'aime beaucoup cette image de jeunes Africains qui vont chercher le savoir, un peu comme vous, vous êtes allé en Inde et dans plusieurs autres pays, mais que finalement vous revenez en Afrique. Mhm. Mhm. Je pense que l'Afrique, c'est notre terre. Et pour être honnête, la plus grande civilisation au monde est africaine. On a un problème pour faire du marketing et exploiter vraiment le génie africain. Alors, les opportunités sont ici. En réalité, les ressources sont au nord, mais les opportunités sont au sud. On a une population jeune, on a des gens dynamiques qui ont envie de revenir. C'est pas toujours facile parce que le cadre n'est pas forcément en place. Il faut créer un cadre pour que ces jeunes puissent revenir, avoir un minimum de conditions pour pouvoir exceller. Cela tue beaucoup de personnes dans l'innovation du secteur privé, à mon avis. Mhm. Tu beaucoup de personnes et aujourd'hui, vous êtes engagé sur plusieurs fronts, mais en préparant cette émission, vous me disiez que vous, vous vous focalisiez vraiment sur la jeunesse. Oui. Pour moi, c'est important que l'on accompagne nos petits frères, que l'on leur donne une plateforme là où ils peuvent s'exprimer et surtout revaloriser notre culture et notre estime africaine. Je pense que la base est la dignité. Nous tournons dans une logique là où beaucoup ont perdu leur dignité, beaucoup pensent que l'Africain ne peut pas. On doit montrer des exemples et vraiment créer des plateformes crédibles. Et en discutant avec vous, ça m'a fait vraiment sourire. Mhm. Vous êtes, on ne peut pas utiliser de gros mots, mais vous êtes Allez-y. imprégné, j'allais dire obsédé, non, D'accord. imprégné de de ce besoin de soutenir le jeune africain. Et ce que j'aime, c'est que les bonnes intentions, on en a partout aux quatre coins de Bien la sûr, planète. bien sûr. Et ce qui m'a intéressé, qui m'a donné envie de vous inviter, c'était parce que vous faisiez. Parce que votre discours, vous me disiez, moi je ne sais pas parler, donc vous parlez déjà pas mal, mais je crois que la jeunesse aujourd'hui a besoin de repères, de figures, d'acteurs, Il que faut, vous agissiez et que les actes soient plutôt les discours à la place de discours parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont éloquentes. Mais quand les actes sont plus éloquents que que le discours, c'est encore plus intéressant. Je crois que c'est ce que la jeunesse demande aujourd'hui. il faut parier sur cette jeunesse, il faut vraiment miser, les aider à rêver et tenter, et vraiment créer une plateforme là où les jeunes peuvent penser grand, ils peuvent penser vite et ils peuvent penser à comment se positionner dans l'avenir. Parce que vraiment notre objectif, c'est d'entreprendre pour que l'Afrique reprenne sa place dans ce monde. Voilà, et nous avons la plateforme avec le plus de jeunes au monde, ce qui veut dire de l'innovation, ce qui veut dire plein de choses, de l'énergie. Si nous ne misons pas sur ça, on sera obsolète. Et vous vous investissez aussi bien dans les infrastructures que dans Oui, le domaine médical, que dans le domaine de la culture, de la musique. J'ai entendu un son tout à l'heure. Vous êtes en train de produire un jeune artiste d'origine congolaise qui s'appelle Tosha et qui vient de sortir une bombe parce que j'ai écouté ce morceau et vous y rappez si bien. Alors, ce qui va attirer l'attention de ceux qui vont regarder, écouter, c'est vraiment le texte. mm, C'est vraiment le texte, c'est arrête de tuer ma soeur, arrête de tuer mon frère. Les tuer, ce n'est pas de tirer à bout portant, c'est aussi de créer des conditions tellement mauvaises
qu'ils veulent aller en Occident, qui passent par la Méditerranée, que la plupart y laissent leur vie. On pense qu'il y a deux cadres. Un, on doit cultiver la paix et non la haine, parce que dans un cadre qui n'est pas paisible, impossible de faire des affaires, impossible de faire quoi que ce soit. C'est d'abord la paix. Alors il y a un minimum qu'on doit faire, et cela va se faire en acceptant la diversité. Les gens sont divers, l'Afrique a une culture qui est la plus riche au monde, mais c'est sa diversité. Si on est incapable de fédérer cette diversité, ça sera très dur pour nous. Alors, il faut vraiment créer une dynamique là où ces jeunes veulent rester. Il y a des ambitions et au-delà de ça, pouvoir utiliser l'intellect de ces jeunes qui sont à l'extérieur, qu'on a formés pour rapporter quelque chose à leur société. Comme on dit, le brain drain, qui est une expression en anglais, nous a vraiment fatigués parce que le monde est construit avec des cerveaux africains. Pourquoi l'Africain ne peut pas revaloriser sa société avec tous ses cerveaux? Et aujourd'hui, de manière concrète, parce que là, je vous sens indigné, alors on va aller concrètement sur ce que vous faites Mhm. plutôt que sur ce que vous dites, même si vous le dites, c'est bien. Bon, au-delà des grands discours, comme vous disiez, il faut aller à l'exécution. Ces jeunes ont besoin qu'on soit accessible, qu'on vienne vers eux. Bon, il faut les identifier. Un grand défi, c'est d'identifier. Comment Après, vous il faut faites les déjà motiver. pour relever ce défi de l'identification? On a des diverses plateformes pour voir ceux qui sont intéressants. On les laisse venir. J'ai une plateforme aujourd'hui qui était supposée être le plus grand réseau social intellectuel africain. J'ai invité tous les jeunes un peu de toute la sous-région. On en avait, ça fait 10 ans, 11 ans que je travaille sur cette plateforme. On avait peut-être 70 à 80 jeunes venus de tous les pays de la CEDEAO qui sont venus au Mali il y a 10 ans. J'avais lancé cette plateforme pour vraiment pouvoir nous donner une plateforme là où on peut avoir nos propres réseaux sociaux qui sont liés à nos réalités, qui sont vraiment intégrés pour amener ces jeunes à avoir des projets, les accompagner vraiment à avoir des réflexions africaines, des réflexions pour construire nos sociétés et que la diaspora peut utiliser aussi pour nous faire du transfert de savoir. Alors, dans le domaine de la médecine, Yacine Sidibé s'intéresse aujourd'hui à la télémédecine. Il était dans les infrastructures. Et Yacine, c'est vrai que vous avez travaillé dans le domaine des infrastructures à bâtir l'aéroport du Togo, c'est ça, Oui, de Lomé? on a travaillé avec beaucoup de sous-traitants et la Chine pour pouvoir innover des financements innovants pour développer des infrastructures. L'aéroport de Lomé est l'un des projets phares. Là, on a une équipe qui a été très dynamique, qui a pu faire un montage pour mettre en place cette belle infrastructure que je vois aujourd'hui comme le plus bel aéroport de la sous-région. Euh, les financements étaient extrêmement stratégiques pour le pays et je pense que ça a donné une nouvelle aura à ce hub qui est Lomé, là où il y a Askai et il y a pas mal de choses. Avec la Covid maintenant, les flux ont ralenti un peu, mais C'est un joli pont de parler de Covid parce que je disais tout à l'heure que vous êtes dans c'est vrai dans les infrastructures, mais aujourd'hui dans la télémédecine. Alors, c'est quoi ce concept? pour moi, en tournant et en regardant, j'ai vu qu'on a quelques défis énormes. Euh, le premier défi, c'est que on n'a pas assez de docteurs. Alors, en réalité, nos docteurs sont tous concentrés en ville. Alors, nos zones rurales ne sont pas assez couvertes. Il n'y a pas de couverture pour eux. Alors, des fois, il y a des infrastructures, mais le côté soft, le côté accès à un docteur est assez complexe. On doit pouvoir concrètement voir la santé avec trois axes. Le premier axe, c'est de la rendre accessible. Deuxième axe, c'est de la rendre abordable. Parce qu'en masse et tout ça, des couvertures de maladies universelles, revoir toute la structuration de ça pour que les gens démunis puissent avoir accès. La troisième chose, c'est de la rendre transparente. Transparente, et c'est là où la télémédecine et tout ce qui a à voir avec le monde de technologie peut jouer un jeu énorme. Il y a des flux de médicaments qui rentrent dans les pays, on n'arrive pas à les suivre, on ne sait pas où ils vont, comment ils vont, sans compter les faux médicaments, et revaloriser tout ce qui a à voir avec nos laboratoires. Avec la destruction de tonnes de vaccins Covid, je crois que vous avez regardé ça parce que les vaccins Covid étaient périmés et les pays avaient eu du mal à convaincre les populations à accepter de se faire vacciner.
il y a des tonnes de vaccins qui ont été carrément engloutis sous terre après la date de péremption ou autour de la date de péremption. Quand je regarde la Covid, je trouve que c'est une injustice totale envers l'Afrique. L'Afrique doit se battre pour demander son équité dans ce système mondial de santé, pouvoir avoir accès. On aurait dû pouvoir sortir des vaccins qui sont adaptés à nos marchés rapidement, au lieu d'attendre des vaccins qui sont sous-traités de l'Inde Vous avez en appris que le production. Sénégal et le Rwanda accueillent BioNTech et Pfizer pour fabriquer des vaccins sur place en Afrique. C'est magnifique. Je pense qu'il faudra regarder les standards et on mettre tout en place, mais que l'Afrique puisse vraiment sortir sa valeur dedans et que ça crée de l'emploi et que ça soit une dynamique vraiment tenue par des Africains. Euh, Beaucoup de fois, ils nous amènent des solutions qui ne sont pas forcément adaptées à nos environnements Toutes ou faites adaptées à leur environnement et pas au nôtre. voilà. Mhm. Évitons le cut and paste, comme on aime dire. On veut vraiment rentrer aussi dans la recherche. Il faut que l'on puisse pousser nos jeunes à aller dans la recherche, venir ici mettre des centres de recherche pour que on puisse avoir des index de nos populations et avoir nos propres vaccins. C'est incroyable aujourd'hui que l'Afrique, qui est un grand consommateur de médicaments, ne produit moins que 3 ou 4% de ses propres vaccins. Et pour revenir justement à ce que vous disiez de la télémédecine, vous concrètement, vous êtes dans quel pays Alors, et qui faites-vous? en tournant, j'ai eu l'opportunité d'aller voir des amis en Inde qui ont une solution euh, immense. Et aujourd'hui, ils ont une solution informatique qui est dans les villages, dans des zones rurales, qu'on met dans des centres de santé communautaires. Mhm. Ces centres de santé communautaires sont connectés à des docteurs en ville qui arrivent, à travers un système comme Zoom, à rencontrer des patients dans des zones éloignées. Alors, la liste de docteurs dédie leur temps, ils sont rémunérés, c'est un peu plus pour eux. Bon, dépendant du pays, le système peut être innové de différentes manières, mais il y a un système pour que des docteurs donnent des services. Et vos médecins, ils sont, comment dire, le système, vous l'implantez dans combien de pays? Aujourd'hui, l'Inde a commencé, a ouvert la plateforme. J'ai vu cette vision en Inde et j'ai décidé que on doit se battre pour amener ça en Afrique. Alors aujourd'hui, on a passé beaucoup de temps à revoir le système, revoir comment on peut l'implanter. On a essayé, on a fait quelques pilotes, mais on est toujours au point de proof of concept. Vous savez, chez nous, c'est pas évident parce que ces grandes institutions et toutes ces bailleurs financiers ne sont pas rentrés dans certaines dynamiques. Et s'ils ne sont pas dedans, il faut que quelqu'un arrive à prouver le concept et amener le projet à une certaine envergure avant que le système suive. Mais on se bat. Aujourd'hui, on a une vision de pouvoir amener ça au Rwanda et vraiment prouver ce concept et utiliser le Rwanda comme plateforme pour amener ça un peu partout dans tous les autres pays. Pourquoi le Rwanda? Je pense que le Rwanda est une plateforme innovante parce que non seulement ils ont le cadre régulatoire, non seulement c'est une plateforme qui est positionnée aujourd'hui dans l'innovation. Plein de gens sont allés au Rwanda, ils ont fait les drones pour déposer des médicaments. Alors le montage est assez innovant. On aura peut-être une autre séance pour discuter les angles, mais je pense que le Rwanda est une plateforme pour l'innovation et un rôle immense pour le reste de l'Afrique. Et au début de notre entretien, nous parlions de jeunesse. Mhm. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine est comme en perte de repère. Je ne sais pas si je suis avisé pour le dire, mais la jeunesse africaine cherche des voies de sortie de son problème d'emploi, de son problème il y en a qui peuvent pas aller à l'école, mais ceux qui vont à l'école n'ont pas forcément de débouchés sur le marché de l'emploi. De manière concrète, qu'êtes-vous en train de faire avec la jeunesse maintenant que vous ne, que vous n'étudiez pas, mais ce n'est plus un projet, c'est concrètement aujourd'hui, que faites-vous déjà? Aujourd'hui, on vient d'ouvrir un mouvement récent qui est Révélation africaine, qui va être vraiment dédié. En réalité, ces jeunes ont un problème parce qu'ils sont déconnectés des leaders. Et beaucoup de leaders ne les appuient pas assez. À mon avis, ils sont dans un monde politique, on les utilise pour les instrumentaliser pour des élections ou pour des cadres politiques, mais on ne les accompagne pas. Et au niveau éducatif,
Je trouve qu'il faut que les formations qu'on donne doivent être connectées à nos axes et nos pôles de développement clés. Il y a des fois des déphasages. On est dans une logique de suivre un cursus occidental, aller jusqu'à des masters. Alors, ils ont des fois des diplômes qui ne sont pas adaptés aux réalités du terrain. Il faut vraiment revoir tout ça et vraiment penser à comment on va créer des opportunités pour ces millions de jeunes. Yacine Sidibé, vous travaillez, comme nous le disions, avec la jeunesse. Alors, de manière concrète, que faites-vous dans leur vie et que font-ils sur votre plateforme? Aujourd'hui, au niveau associatif au Mali, j'ai une association qui est assez dynamique qui s'appelle Espoir Mali Solidarité. J'ai ouvert un bureau pour eux. Ils viennent, je forme au niveau éducatif. Aujourd'hui, on a commencé l'éducation informatique pour l'école primaire. Je pense que nous avons l'un des programmes qui peut vraiment changer. Ils viennent dans mon bureau et vraiment on les apprend d'abord comment utiliser un ordinateur. Parce que vous allez voir qu'il y a des jeunes qui vont à l'école et soi-disant qui ont des diplômes en informatique qui ne détiennent pas d'ordinateur. Je ne peux pas expliquer ça. Des jeunes qui sont purement dans une théorie, mais qui n'ont aucun outil, qui n'ont aucun... J'ai créé un Ils ne petit peuvent pas centre. pratiquer ce qu'ils apprennent. J'ai créé un petit centre et je les prends à très bas âge. On a commencé avec l'école primaire et ça commence à prendre. Ça commence à prendre. Et la vision, c'est que tous nos enfants, depuis le primaire, le temps qu'ils arrivent au primaire, chez nous, on appelle ça sixième. De la sixième à la neuvième, avant qu'il arrive au high school, comme on dit en anglais, l'enfant doit savoir manipuler un ordinateur. Doit avoir déjà utilisé un ordinateur, taper sur un ordinateur. Au-delà de ça, on peut faire beaucoup de choses en e-learning, renforcer la langue. Je pense qu'il faut valoriser l'anglais parce que les débouchés avec l'anglais ouvrent un autre monde. Si l'on veut combattre le chômage, je pense que l'anglais va ouvrir d'autres opportunités pour nos jeunes. Battons-nous pour qu'ils soient bilingues. Le français est une super langue et on a appris beaucoup de choses, mais le monde évolue et il y a une autre dynamique, surtout au niveau de l'entrepreneuriat en anglais, qui va ouvrir des portes pour ces jeunes. Vous travaillez dans des pays plutôt francophones, alors vous envisagez de leur apprendre les rudiments de la langue de Shakespeare? Je pense que, comme vous avez dit, on a eu tellement de débats, des grands discours, des beaux orateurs. Allons sur des trucs pragmatiques avec des gens qui sont capables de nous donner des plans d'action, qui sont capables de vite aller à l'essentiel. Par exemple, j'ai une équipe qui est là, qui est venue, je leur dis, bon, les gars, comment on fait? J'ai besoin de vous pour ça, ça, ça. Les gars, ils reviennent, et ils me donnent un plan qui est cohérent, c'est pas des 50 pages, des 40 pages avec des gros mots. Allons un peu vers le concret. Alors, la langue de Molière ou de Shakespeare, moi-même, je la maîtrise pas à ce point. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir communiquer. Et aujourd'hui, vous travaillez en synergie dans le domaine de la santé avec votre père, qui est un illustre personnage dans le monde de la santé. Nous aurons l'occasion, je l'espère, de discuter avec lui. Nous nous consacrerons toute une émission, Monsieur Michel Sidibé. Que faites-vous avec lui aujourd'hui en dehors de ce projet de télémédecine? Est-ce que vous l'accompagnez dans tous ces projets ou vous êtes ensemble sur ce projet-là? Papa est un guide et un modèle pour nous. C'est un homme avec des valeurs, une éthique non dit. En 40 ans d'expérience, je pense que le monde le connaît. Il a pu se prouver sur toutes les scènes. Il a fait un travail, il a légué une histoire immense dans la lutte contre le sida, pour descendre les médicaments pour des millions de personnes. Il a pu laisser aussi il a légué aussi au monde un monde là où les gens ne naissent plus avec le sida. Nous avons eu une logique là où aucune femme aujourd'hui, avec les systèmes qu'on a, doit accoucher un enfant avec le sida. Alors, dans sa lignée, dans son combat, moi, je ne suis juste qu'un petit exécutant. Je suis la vision d'un homme avec une aura et que le monde connaît déjà. Et tout ce qu'il me demandera de faire dans la santé pour l'accompagner, je l'accompagnerai avec des partenaires, avec des amis, avec des trucs. Je pense que sa vision est énorme, il aura le temps de vous la donner vous-même.
Très Lui-même, bien, pardon. oui. Alors, ce que nous disions au début, c'est que vous produisez un artiste d'origine congolaise, qui s'appelle Tosha, et le titre qui est en train de sortir là dans quelques jours, dans quelques heures, un peu partout dans le monde, c'est celui-ci, et c'est Tosha en personne qui vous le présente. Chaque place sa culture, chacun a sa religion. La différence c'est la couleur, mais l'amour n'a pas de couleur. Cultivons la paix, non la haine. On a tous la même couleur dans le sang. Cultivons la paix, non la haine. On a tous la même couleur dans le sang. Ramène-moi ma terre, mon pays est à terre. Ramène-moi ma terre, mon pays est à terre. Ramène-moi ma terre, mon pays est par terre. Ramène-moi ma terre. Africa est passée. Guinée, Mali, la guerre ne finit jamais. Congo, RDC, 40 ans, Namboka, la guerre est si la téma. Nigeria, Angola, Centrafrica, oh la guerre est si la téma. Rendez-moi ma terre. C'est le titre qui sera, je l'espère, en vogue. En tout cas, je lui envoie toutes les bonnes ondes. Rendez-moi ma terre avec Tosha, qui est un artiste d'origine congolaise qui vit en Côte d'Ivoire et qui tourne, hein, qui tourne et qui sort ce titre-là. Il en prépare d'autres. Je n'en parle pas maintenant. Je ne suis pas autorisé. Et le producteur, c'est encore vous. Oui. Euh, Tosha est un génie. Génie de la musique, et au-delà de ça, il a un esprit qui m'a touché. En tournant, j'ai rencontré Tosha. Il m'a chanté 2 ou 3 chansons qui ont touché mon esprit, qui ont touché, qui me parlaient trop loin de mon âme. Et j'ai décidé de prendre Tosha comme un projet. Et un projet vraiment pour fédérer les jeunes Africains, vraiment pour envoyer des messages. Alors, je vais écrire des textes et Tosha va vraiment m'aider à les composer pour pouvoir amener de la musique parce que j'ai compris que à travers la musique, on peut toucher beaucoup de personnes. Alors, j'ai beaucoup de textes écrits. Vous avez le sentiment que c'est un langage que la jeunesse comprend mieux que tout autre langage, ou il est parmi les langages les plus compris? Je pense que la musique est le meilleur véhicule pour toucher, au-delà même de la jeunesse, pour toucher qui que ce soit. La musique, elle vient avec son âme, elle vient avec son esprit, elle peut créer des miracles. La musique, le sport, il y a des choses qui sont au-delà des grands podiums et nos politiciens qui nous racontent des longs discours. Parce que la jeunesse et la majorité des gens ont perdu confiance en tout ça. Ils ont besoin d'entendre des choses qui vont les motiver. On en a trop entendu. Ce qui est intéressant, madame, monsieur, c'est que, et il ne le dit pas parce que c'est quelqu'un de modeste, Yacine Sidibé, c'est qu'il rappe. Tosha fait de la chanson, il chante. Et sur ce texte écrit par Yacine Sidibé, il rappe. Et je propose à celles et à ceux qui ne connaissent pas votre voix dans le rap d'écouter ça. Intégration africaine à terre, institution incapable d'éradiquer la guerre, volcan extrémiste sous terre, des enfants perdus dans l'air, sans amour on fait semblant d'être père, l'union est laide devenue poussière, l'argent prime sur nos frères, revenons à nos grands-pères, les riches disent I don't care, notre terre toujours l'épicentre de la guerre, situation plus agitée que mes crocos dans la mer, mes petites filles demandent au pistolet de se taire, fatiguées d'un destin si amer. Mouskizi, ramène-moi ma terre. Tosha qui donne, les bataillons blindés. C'est beau. Oui. C'est beau et c'est votre voix Oui. et ce sont vos textes. Oui. L'entrepreneur dans les infrastructures qui nous parlait tout à l'heure de l'aéroport de Lomé, nous parlions de télémédecine, producteur d'artistes, en fait lui-même artiste. D'où vous est venue cette inspiration, écrire des textes? J'ai toujours eu une vision assez vaste des choses. Et j'ai toujours dans ma tête eu un monde qui peut être mieux. Et je me dis, quand on s'assoit pour écrire et qu'on prend son temps et qu'on essaie
de faire une synthèse de ce qui se passe dans cette société à travers un son, j'ai pas les mots, c'est comme aller au paradis. Je sens dans le texte de Ramène-moi ma terre de la colère, de la détermination. Vous êtes fâché contre quoi? Qui doit ramener votre terre? Qui l'a prise? D'abord, chez nous, ramène-moi ma terre est très important parce que on veut retourner vers notre culture, vers ce génie africain. En même temps, on veut combattre ce manque d'intégration. On veut voir tous ces jeunes qui sont dans l'air, qui cherchent des opportunités. Alors, c'est vraiment le côté colère est là parce qu'on voit ces guerres, on voit tous ces trucs, on voit une politique défaillante, on voit une Afrique qui n'est pas debout, qui essaye, mais Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas debout? Qu'est-ce qui manque? il y a multiples éléments qui manquent et je pense que il y a un déphasage, à mon avis, entre beaucoup des leaders et leur population, les jeunes, et ce qu'ils veulent, ce qu'ils aspirent à avoir. Ils sont Qu'est-ce qu'ils toujours. veulent? Ils aspirent à avoir quoi? Je pense que beaucoup de ces jeunes aspirent à avoir une société qui est beaucoup plus juste, une société qui leur donne beaucoup plus d'opportunités. Il y a un manque d'opportunités, alors ça crée un volcan extrémiste, comme tu verras sous le truc, qui est dangereux et qui s'il n'est pas géré, ces jeunes vont vaquer et aller pour être des futurs djihadistes, des gangsters, des bandits. Il faut vraiment créer des véhicules pour ramasser tous ces enfants dans l'air. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'aide et d'union. Les gens, c'est devenu poussière. Quand tu écouteras le rap, ça te parlera beaucoup plus. Mais il y a besoin de vraiment plus de solidarité, plus d'aide. Je ne sais pas pourquoi le monde a peur du partage. On a un problème là où le monde en général, si tu me demandes ma vision globale, c'est la peur du partage. Intéressant. Mhm. La peur du partage. Oui. La peur du partage. Mhm. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des dimensions où il y a des nations même qui ont perdu leurs ressources, qui ont perdu tout, qui ont été centralisées dans d'autres nations, qui ont optimisé surtout les ressources de certaines personnes, qui sont obligées de s'asseoir à la table avec nous pour revoir ce partage. On ne serait pas en train de parler des enfants qui sont en train d'aller dans des bateaux pour aller ailleurs ou tout ce débat s'il y avait un partage équitable, s'il y avait une logique. Mais il faut pas avoir peur de faire Est-ce ce que les plus partage. fortunés, est-ce que nos États s'accaparent les richesses et ne les partagent pas? C'est ça que ça veut dire? Au-delà de nos États, je ne vais pas indexer nos États directement. Moi, je parle du système. Je parle du système capitaliste qui nous montre aujourd'hui qu'il a besoin de se réinventer, qu'il a besoin d'un nouveau schéma qui est presque arrivé à son bout. Et ils tiennent par manque d'innovation. Mais s'ils arrivent à innover avec un schéma qui a un peu plus de partage ou un schéma qui est revenu, ils vont donner un nouveau souffle au monde. Nous avons une équipe autour de nous que vous ne pouvez pas voir parce que généralement nos équipes sont toujours derrière la caméra. Alors c'est une équipe qui est composée notamment de Sindou qui est à la caméra. Il n'est pas seul, Sindou. Il est avec Wesley et toute l'équipe est dirigée à la fois par lui et Keita. Ce sont des jeunes gens qui sont passionnés de cinéma, qui sont passionnés de production audiovisuelle. Et ce que j'ai aimé, je crois que je ne vous l'ai pas dit, c'est qu'en plus de l'artiste Tosha que nous voyons tout à l'heure dans Ramène-moi ta terre, c'est la diversité de ces jeunes. Parlons par exemple de Wesley qui lui vient d'Afrique du Sud. Il est de Côte d'Ivoire, mais il est passionné. Alors, en préparant l'émission, je demande à Wesley, je dis, mais qu'est-ce qui te passionne en plus du cinéma? Il me dit, moi, ma vie, c'est le cinéma. Je me retourne du côté de son collègue Sandou qui me dit, ma vie, c'est le cinéma. Et ce qui fait très plaisir, avec cette équipe qui est dirigée, comme je le disais, par Keita et par lui, c'est de voir à quel point ce sont des jeunes volontaires qui veulent faire des choses, qui mettent de la passion. C'est même pour cela que j'insistais auprès de l'équipe tout à l'heure en disant, j'aimerais aussi que vous souffriez de vous mettre un peu devant la caméra, que les gens voient qui dirige
qui fait le son, qui fait l'image. J'ai apprécié le fait que vous soyez avec la jeunesse, que c'est cette jeunesse qui produit cette émission aujourd'hui en Afrique, une émission sur l'Afrique en Afrique. Et il y a Tosha dans le domaine de la musique, mais il y a quelqu'un d'autre, un papa. Le papa de cette jeunesse-là, votre papa, notre papa à tous. Mesdames, Messieurs, il vient de sortir un disque avec l'Orchestre symphonique de Londres, Toumani Diabaté. Et vous travaillez avec Toumani Diabaté. Vous voyez, quand vous parlez un peu en précédent, quand on discutait de papa, Toumani Diabaté, c'est un père. Un père, pour moi, c'est quelqu'un qui accompagne la jeunesse africaine, qui a la main sur le cœur, qui est toujours disponible pour nous. Et, il nous pousse toujours à l'avant, toujours des commentaires positifs, décontractés, sans complexe. Vraiment, c'est le moteur de toute notre vision. Et maintenant, quand on voit un monsieur qui a pu avoir 3 Grammy dans le monde, qui a voyagé, qui a une aura, j'ai passé des moments agréables avec Toumani et mes amis. On a même organisé des concerts pour lui en Inde. Il a fait 4 ou 5 villes basées avec des amis en Inde. Et c'est quelqu'un qui véhicule un message à travers sa chora que le monde peut entendre. Mhm. Je vous propose de regarder un petit extrait de la prochaine émission que nous aurons très bientôt avec Toumani Diabaté, et c'est grâce à la structure de Yacine Sidibé que nous avons rencontré cet artiste. Alors, un extrait de l'émission, la prochaine, avec Toumani Diabaté. Donc, à l'époque, le premier parlement a eu lieu en 1235. Vous dites que les Mandingues, les Mandingos, etc., etc. Donc, ils ont mis, l'empereur était Soundiata Keïta. Ils ont mis la tâche de chacun. Alors, les griots, nous avons été choisis pour éventuellement diriger, être le son. D'ailleurs, le mot griot est un mot latin. Mais sinon, dans le mandin, c'est Djali. Djali, J-A-L-Y. Djali, qui signifie le sang en mandin, Djali. Donc, imaginez le rôle du sang. Yacine Sidibé est quelqu'un qui est dopé à la jeunesse. Il est jeune lui-même, il a à peine la trentaine, mais c'est encore quelqu'un qui veut travailler avec de plus jeunes que lui. Il n'aime pas se mettre devant la caméra, il aime être derrière. Alors, celui qui est derrière ma caméra s'appelle Wesley. C'est un Ivoirien d'origine et qui travaille, qui vit en Afrique du Sud, qui ne vit que pour le cinéma. Il m'en a parlé avant l'émission. Et à l'autre caméra, il y a Sindou. Ce sont de jeunes personnes qui sont dirigées par d'autres jeunes personnes. Il y a lui, il y a Keïta, qui ont été aux États-Unis en venant de Côte d'Ivoire. Et ce qui est touchant, ce qui me parle, ce sont ces jeunes qui vont en Afrique du Sud, aux États-Unis et dans tous ces pays-là, mais qui reviennent et qui prêtent main forte à leur Afrique, parce qu'ils sont avec nous ici en Afrique en plein travail. Ils auraient pu rester là-bas. Quel est le discours que vous tenez avec cette jeunesse pour la convaincre d'être là et de l'embaucher? Parce que si elle n'a pas de travail, elle repart. Votre structure encadre ce genre d'initiative. Alors, on a récemment, avec ces jeunes, moi je pense que l'idée c'est de les voir comme des partenaires. Ne pas les voir comme des gens qu'on va embaucher. Ils sont des jeunes entrepreneurs. Ils ont chacun à sa ligne. Ça fait des années qu'ils sont dedans, ils ont envie de réussir, ils ont envie d'avoir. Alors, il faut vraiment le voir comme un joint venture, comme un système d'entrepreneuriat avec eux. Ils se sentent actionnaires dans un mouvement. Au-delà d'être dans une structure là où ils travaillent, c'est un bureau, fait comme ci, fait comme ça, ils vont se lasser. C'est des gens qui sont revenus pour vraiment entreprendre, créer des choses, et ils doivent être actionnaires d'un mouvement, d'un truc, et voilà. Est-ce que vous avez eu avec eux une discussion, parce qu'ils étaient ou en Afrique du Sud, aux États-Unis, ils auraient pu y rester?
Oui, mais chacun de ces jeunes est dans une dynamique qu'il veut apporter quelque chose. Et que les États-Unis, l'Europe et tout ça est arrivé au summum de ces opportunités. Les opportunités sont limitées. C'est des cadres qui sont là. Les opportunités sont en Afrique. Et tout Et le vous cadre avez ce genre de existant, discussion avec eux? c'est mes petits frères. On sort ensemble, on s'amuse, j'essaie de comprendre leur monde. Et c'est mes petits frères, il faut être accessible. On parle de tout. Mhm. Et ils vous disent pourquoi ils reviennent? Dans leur dynamique, ils reviennent parce qu'ils ont une arme de pouvoir apporter quelque chose. Mais beaucoup retournent parce que le système de support pour eux est non existant. Alors, et je reviens, j'ai envie de faire quelque chose. Je me bats, je suis prêt à galérer. Je galère pendant 2 ans, 3 ans. Il n'y a personne qui m'accompagne, personne qui me regarde. À un moment, je vais dire, mais je fais quoi ici? Je retourne dans un système qui, maintenant, va juste me donner un peu, et ce système devient mon Dieu. Ce système, maintenant, me dit, mais toi, tu n'avais rien en Afrique. Tes parents même pouvaient pas s'occuper de toi. Maintenant, là, nous, on t'a donné. Comme nous, on t'a donné, toi, tu es obligé de travailler plus que les autres. Alors, tu galères et tu es dans une dynamique qui n'est pas la tienne. Mais, on va toujours rappeler à ce jeune Africain que tu quittes d'un endroit là où tes gens sont pas capables de te donner. Nous, on t'a donné, on est ton tout. Alors déjà, tu rentres dans une dynamique avec une dignité diminuée. Et c'est ce qu'on veut revaloriser. Mhm. Lorsque vous avez ce genre de discussion, qu'est-ce que ceux qui partent et restent après avoir été subventionnés par l'État, après avoir obtenu des bourses d'un État d'Afrique de l'Ouest, disons, ils y vont, ils y restent. Comment expliquent-ils, eux, ce non-retour alors qu'ils ont été au départ aidés par leurs États, parfois au travers du ministère de l'Éducation, parfois au travers d'une école qu'ils ont fréquentée? Ils ont tout eu pour aller apprendre davantage et ils y restent et les compétences y restent. Qu'est-ce qui bloque ce Vous retour? voyez, si tu n'as pas un contrat social ou un contrat là où la personne doit revenir et que les États, d'abord, ces bourses dont vous parlez sont limitées. Ils sont limités ou je dirais même non existantes. Pas dans une logique ou dans un cadre là où on a un projet pour leur retour. Sans ce projet, je t'envoie en bourse quelque part. Je n'ai eu aucune vision de comment je vais t'utiliser. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est politique, purement politique. J'ai donné une bourse, ils s'en vont au millier. S'il est un génie et que on développe son génie dans une école, là où on développe le génie, le mettre là-bas où les gens vont l'accaparer en disant que c'est un génie. Mais s'il vient avec un contrat social, on parle autrement. Je pense que ce contrat social est non existant pour ces jeunes. Il est non existant. J'ai visité avec vous il y a quelques jours la fondation Amadou Hampâté-Bâ, Mhm. un grand nom d'Afrique. Mhm. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui en 2020, 21, 22, les années 2020, est-ce que ce discours reste audible pour cette jeunesse? Est-ce que ce discours suffit à les garder, à servir l'Afrique? Vous avez élaboré avec Rukiba, la directrice de la fondation, qui est la fille de Hampâté-Bâ, qui détient maintenant la fondation, qui se bat pour positionner les messages d'Hampâté-Bâ, qui est un homme de vision, un homme qui est né aux années 1900 et aujourd'hui on regarde 1900 début vers 1900 quelque chose, hein, et on regarde en 2020 ces discours, ces lettres ouvertes aux jeunes. Allez voir, sont toujours dans l'ordre du jour. Quand on dit qu'un homme est visionnaire, c'est que sa vision dépasse son temps. Ces mots ne sont pas basés sur juste... Il a compris le monde. C'est un visionnaire et si vous le voulez bien, nous allons proposer à celles et à ceux qui nous regardent d'entendre Amadou Hampâté-Bâ et son concept de femme parce qu'aujourd'hui, être un pays qui intègre la femme et qui lui donne les mêmes chances que l'homme, c'est être dans une vision positive aujourd'hui qui est de plus en plus réclamée dans nos pays africains. Que dit Amadou Hampâté-Bâ? Vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'il avait comme vision.
Voilà le grand bonheur. Et on considère ça aussi en parlant dans l'âge, c'est dans l'âge mûr, c'est dans la vieillesse que le vieux parle des femmes. Parce que les questions des femmes est une question en Afrique. La femme n'est pas publique. La femme n'est pas publique. C'est un être divin qui est secret. Parce qu'on dit qu'il y a 11 forces dans la femme, tandis qu'il n'y en a que 9 dans l'homme. Alors on dit, et ces forces ont des portes d'introduction. Il y en a 7 sur la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est pourquoi on appelle c'est notre tête. Parce que c'est là la supériorité. Et quand vous coupez le cou, l'individu est mort. Vous pouvez couper le bras, vous pouvez ouvrir le ventre, mais le jour où vous coupez le cou, c'est fini. Alors c'est pourquoi on appelle la nécessité d'avoir une tête. Parce que c'est là-dedans où on a ces sens les plus nécessaires. Les moyens d'introduction et d'extériorisation aussi. Tout est dans la tête. Et alors, on a les 2 exutoires naturels qui portés au 7 font 9. Voilà où s'arrête l'homme. Mais tandis que la femme, quand elle met au monde un enfant, c'est-à-dire elle cesse d'être une femme, elle devient une mère. Parce qu'on dit que la femme est une chose, la mère en est une autre. Alors, mais le privilège de la mère, c'est d'être femme et mère. Alors donc, la force de la femme se trouve dans la mère parce que lorsqu'elle met au monde, elle a là encore 2 autres portes qui s'ouvrent. Et alors, ces 2 portes, ajoutées aux 9 que l'homme possède, lui donnent 11. Nous avons tous, Yacine, des hommes, des femmes qui nous inspirent. Et je voudrais savoir qui sont vos modèles africains. Vous avez un discours très panafricaniste, alors qui vous inspire? Il y en a tellement que je ne sais pas où commencer, mais bon, je m'excuserai pour ce que j'ai raté. Mais d'abord, la première personne qui m'inspire, c'est mon père. Moi, je ne peux pas regarder ailleurs. Je commence avec mon père. Pour ne pas être trop arrogant, je m'excuse, mais la personne est un modèle pour moi dans son comportement, dans ses éthiques, ses valeurs. Au-delà de Michel Sidibé, il y a un autre homme que je vois qui est Paul Kagame. Pour moi, Paul Kagame, là où il a amené son pays, la capacité de positionnement, d'où son pays a quitté et où il a mené aujourd'hui, et c'est un miracle, au-delà d'un miracle, c'est un homme avec une vision et un sens du travail, un sens de la revalorisation de la dignité des gens, un sens de la capacité intellectuelle, un sens de l'exécution pour pouvoir amener un ordre et se positionner envers le monde. Ce monsieur m'intrigue. Au-delà de Kagame, Angélique Kidjo joue un rôle immense. Moi, je pense comme ambassadrice au niveau de l'Afrique, avec sa musique, avec ce qu'il fait sur les plateaux, je pense que ça, c'est quelqu'un que j'adorerais rencontrer et échanger avec aussi. C'est quelqu'un qui a une vision énorme sur où elle veut nous amener en Afrique, avec des valeurs que je respecte beaucoup. Après, bon, moi, je suis basketteur. J'ai toujours voulu être un professionnel basketteur. Dieu a fait autrement, des problèmes de genoux, un peu de racisme, des conneries. Bon, je n'entrerai pas dans tous ces détails, mais dans le basket, j'ai beaucoup d'estime pour 2 joueurs africains. Et c'est les 2 plus grands joueurs de la plus grande ligue au monde, de la NBA. On en a 2. Il y a Joel Embiid qui est aujourd'hui un Camerounais. Il se bat vraiment dans la NBA et ils sont en finale. Et un autre qui s'appelle Giannis Antetokounmpo. Giannis est aussi, c'est des jeunes, mais très dynamiques. Et il a gagné meilleur joueur de la NBA 2 fois. Joel Embiid aujourd'hui est en course avec Giannis pour gagner meilleur joueur. Alors vous voyez que les Africains sont les meilleurs joueurs dans la plus grande ligue du monde. C'est ça. Pour moi, ça, étant un basketteur passionné, ça, c'est des gens que j'admire aussi.
des uns et des autres, qu'est-ce que vous avez pris chez l'un et l'autre? Quelles sont les qualités premières que, que vous avez fait vôtres de chacune, de chacun? Ben, de mon papa, c'est faut travailler, mais pour la loyauté, le sens de la justice, le sens d'être juste, d'être une bonne personne. De Paul Kagame, c'est de rêver, de tenter. De rêver, de tenter, de penser grand, de penser vite et de penser à l'avenir. Ça, j'ai vraiment pris de Paul Kagame dans ce que je comprends. Angélique Kidjo, c'est vraiment utiliser la musique comme véhicule pour être un ambassadeur, pour vraiment positionner le monde, c'est autre chose. Joel Embiid et Giannis sont les plus grands pivots de l'NBA, mais au-delà d'être juste des pivots, ils se sont restructurés pour être des meneurs, pour intégrer et vraiment prendre le leadership dans une ligue qui voulait pas forcément leur donner, qui voulait pas forcément une image. Alors cet acharnement pour le travail, pour être les meilleurs, je le prends de ce côté. Vous parliez tout à l'heure, vous avez parlé de refus de partage et comme d'un refus de diversité. Oui. Les gens sont tellement différents, chacun est unique. Et vous avez plusieurs origines. Vous avez du sang malien, des Antilles, et De la Guinée et oui, de la Guadeloupe. de la Guinée, de la Guadeloupe. Mhm. Et c'est ce qui vous rend plus sensible à l'intolérance par rapport à la diversité? Bah, le métissage, pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Je pense que c'est difficile parce que les gens ne comprennent pas souvent comment vivre avec différents. Et on est vraiment dans une logique de conserver des idéologies, de conserver, de conserver. Mais avec le métissage, on apprend à être tolérant. On apprend à voir des différentes personnes, et voir l'homme au lieu de sa forme, d'où il vient, comment. Le métissage a une beauté incroyable. Mhm. Mhm. Merci à vous toutes et tous qui avez regardé Expérience, qui nous avez offert de votre temps. Je remercie toute l'équipe que je vous ai présentée assez sommairement, tous qui sont à la caméra, au son, les directeurs artistiques, et vous-même, Yacine Moussa Sidibé. Merci d'être passé par ici. Merci de votre amour pour le continent africain, pour la jeunesse africaine. Ce qui nous a intéressé avec Yacine Sidibé, c'est qu'il est dans le faire. Il est dans le faire et il n'est pas dans le discours. Et aujourd'hui, je crois que ce que l'Afrique attend des unes et des autres, de nous tous, c'est de sortir du discours et des projets qui vont ou ne pas aboutir. Nous sommes dans le faire et c'est cela qui nous intéressait, Monsieur Yacine Sidibé, et votre structure et tout ce que vous faites. Et un grand merci de nous avoir ouvert les portes de ce nouvel artiste que nous découvrons, Tosha, que vous avez vu il y a quelques instants. Je crois que dans les tout prochains jours, son titre sera un hit. Rendez-moi ma terre. Et merci à vous toutes et tous qui nous regardiez sur Impact Info et un peu partout dans le monde. Un grand merci à vous. Je suis honoré. J'aimerais bien envoyer 2 messages aux jeunes, comme on est vraiment concentré sur ces jeunes. Euh, Rappelez-vous que les idées sont le monopole de personne. Allez à l'exécution. Les idées n'appartiennent à personne. Allez à l'exécution. Ça, c'est une chose. Et rêver, tenter. Rêver et tenter. Tout est possible. C'est un très beau résumé, c'est un très beau mot de la fin, alors à très bientôt, au revoir.